Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce sixième forum de la CSPI en région Centre. Euh, Aujourd'hui, nous allons. Donc, c'est la troisième journée de ce forum. Donc, je m'appelle Sylvie Maurice, je suis médiatrice scientifique à Centre Sciences. Et avec ma collègue Marie-Laure Turier, nous allons donc animer cette séquence. Donc, pour rappel, on est sur la dernière journée. Il nous reste encore deux séquences ensemble et une séquence de clôture. Donc, ce matin, nous allons surtout parler de la production de ressources en ligne liées à la crise sanitaire. Donc, comment voilà, différentes structures euh, ont décidé de proposer du contenu en ligne. Cet après-midi, la discussion tournera plutôt autour de l'esprit critique et justement un petit peu de réussir à faire la part du vrai et du faux entre toutes ces ressources nouvelles justement qui sont apparues récemment. Donc, comme les journées précédentes, euh, ce forum, vous pourrez participer en posant vos questions sur le chat. Et comme les autres jours aussi, nous avons mis en place un questionnaire WooClap pour recueillir vos impressions et, et vos réponses aux différentes questions qu'on vous posera tout au long de cette séquence. Je laisse la parole à Marie-Laure. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir plusieurs intervenants qui vont vous expliquer comment eux ont vécu, vivent la crise, et notamment sur les différentes ressources qu'ils mettent en ligne. Donc nous allons avoir Hélène Mention qui est en haut à droite de votre écran, qui va nous parler du réseau Canopé. De l'autre côté, nous avons Astrid Pellieu, notre collègue de Centre Sciences, qui va vous parler d'écosciences. Ensuite, en bas à droite, nous avons Nathalie Schiabi du CEA. Ensuite, Loïc Javois de la FRMJC. Et enfin, Caroline Millet-Ferrari et Lucie Lejeune du Musée de la Marine de Loire. Bonjour à tous et merci de participer ce matin à cette table ronde. Donc, on va commencer du coup par vous passer le QR code et le lien WooClap qui vont vous permettre de répondre à des questions. On a vraiment un besoin que vous participiez à ce questionnaire parce qu'il fait vraiment partie de ce moment d'échange avec vous. Et donc, il doit a priori, me confirme la régie, Jamel, apparaître à l'écran. Il faut savoir que donc on va vous poser des questions à l'oral et vous allez les voir apparaître sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Et parfois, si on met un peu trop de temps à vous passer la question suivante, il faudra que vous rafraîchissiez votre page pour être sûr d'avoir bien la bonne page et la bonne question auxquelles vous pourrez répondre. On a vraiment besoin que vous participiez ce matin, donc merci à tous. Ensuite, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants. Là, c'est sur Vodalis. Vous êtes bien en haut à droite de votre écran avec poser votre question. Et donc, Karine, ce matin, qui s'occupe de la modération, va nous transmettre ces questions et on essaiera de les placer le plus souvent possible pour que vous puissiez poser les questions aux intervenants de ce matin. Sylvie, tu présentes Loïc ? Oui. Alors, donc notre premier intervenant sera donc Loïc Javois de la FRMJC. Et donc Loïc, je te laisse la parole pour justement nous préciser les ressources que vous avez mis en ligne, notamment à la suite du premier confinement. Alors, donc, Loïc, 2 secondes, je te coupe. C'est juste que j'ai oublié de poser les 2 premières questions. Je les verbalise comme ça. Après, je te laisse parler et on vous posera les questions. Donc, si vous aviez déjà du contenu en ligne, avez-vous… non, c'est pas cette question-là. Je suis pas sur la bonne page. Alors, en 2020, avez-vous publié du contenu en ligne pendant le premier confinement? On attend de vous une réponse par oui ou par non. Deuxième question, quel type de contenu avez-vous publié? Alors là, on vous propose une liste de noms, vous pouvez cocher une case ou plusieurs. Et donc, voilà. Loïc, excuse-moi, je te laisse la parole. donc, merci Marie-Laure, et puis merci à Centre Sciences pour l'invitation à ce forum. Alors voilà, je m'appelle Loïc Javois, je travaille pour la Fédération régionale des MJC du Centre, hein, les Maisons des Jeunes et de la Culture. Donc pour peut-être expliquer un petit peu pour les personnes qui ne nous connaissent pas, ce que nous faisons dans cette association. Donc d'abord, c'est une association d'éducation populaire
qui, à l'origine, n'a pas forcément pour vocation de faire de la culture scientifique, mais en 1997, on a créé en interne un service qu'on a baptisé Sciences Techniques Société, qui lui donc est dédié à 100% à la diffusion de la culture scientifique et technique. Et donc, nous, on développe notre travail de médiateur scientifique autour de 3 actions principalement. Alors, il y a le Cosmorium, qui est notre planétarium numérique gonflable, les expositions scientifiques itinérantes qui circulent en milieu rural, et puis les ateliers, ce que nous, on appelle les ateliers scientifiques qu'on met en place notamment dans les structures du type centre de loisirs. Et donc, ces 3 actions-là sont fondamentalement parlant des actions de médiation de terrain, c'est-à-dire qui sont faites à 100% en présentiel. D'où les difficultés qu'on a eues, effectivement, dès que l'annonce présidentielle du 13 mars l'année dernière a été faite sur le confinement, la fermeture des écoles. Du coup, c'est un petit peu comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, hein, pour tous ceux qui accueillent des publics en général, c'est un petit peu panique à bord, hein, et donc on s'est très 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 vite réunis en équipe pour trouver une solution de substitution à ce problème-là d'absence totale de public, hein, parce que nous, comme je pense la plupart d'entre vous, on a été privés d'animation du jour au lendemain pratiquement à 100%. Et donc, c'était toute la période du mois de mars, avril et mai. Et donc, on a réfléchi un petit peu. Alors, on a mis en place 2 actions donc, de médiation numérique. La première, c'est notre escape game, qu'on a baptisé Le secret de Margaret Hamilton. Et puis, la deuxième action, c'est le remplacement des animations de planétarium numérique dans les lycées par des vidéos de séances qu'on a créées, mais je vous expliquerai un petit peu après pour quelles raisons on n'a pas pour l'instant publié cette vidéo. Alors, pour ce qui concerne l'escape game, et je vais tout de suite partager donc mon écran pour vous montrer l'image, voilà, de l'escape game. Alors en fait, vous pouvez bon, j'avais prévu, mais je pense que j'aurais pas le temps, je vais pas le faire. Au départ, j'avais prévu d'aller sur le site directement pour vous montrer l'introduction de l'escape game, mais voilà, pour pas trop perdre de temps, je vous ai mis simplement le lien du jeu que vous pouvez directement recopier là tout de suite, hein. Je vais laisser l'image un petit moment. Et puis donc, vous verrez sur notre site internet, il y a cette image qui apparaît, c'est notre escape game. Et bon, je vous en parle un petit peu. En fait, l'idée de l'escape game n'est pas née du confinement directement. C'est une idée qu'on avait déjà au préalable depuis 3 ans avec nos collègues de la Fédération départementale des MJC du Bas-Rhin. On avait commencé à discuter de la création d'escape games scientifiques parce que, bon, faut le dire, hein, c'est beaucoup à la mode et ça intéresse beaucoup les jeunes. Donc, c'est une approche intéressante de la culture scientifique pour les jeunes parce que c'est très, très, très ludique. On voulait travailler sur le thème de la conquête de la Lune, donc la conquête spatiale de la Lune. À l'origine, on ne souhaitait pas spécialement faire un escape game numérique, mais du coup, la situation étant ce qu'elle était au mois de mars, finalement, on a opté pour cette version. Alors, du coup, l'escape game n'a pas été développé tout de suite, pas parce qu'on a été chacun pris par nos occupations respectives. Et du coup, je dirais que la crise Covid a pour nous été non pas le point de départ de la création de l'escape game, mais plutôt un accélérateur. Hein, on va le dire comme ça. Il y a eu la crise et donc on a mis en place, on a repris cette idée de l'escape game qui couvait un petit peu depuis 3 ans et puis on a accéléré un petit peu les choses parce qu'on n'avait pas trop le choix. Il fallait assurer une continuité pédagogique et puis proposer, continuer de faire de la médiation scientifique. Loïc, Oui, Loïc, pardon. juste une question, c'est Oui. pour qui exactement la tranche d'âge de cet escape game? Alors, pour l'instant, on a fait une première version qui est plutôt, je dirais, cette version actuelle mise en ligne, destinée collège-lycée, mais on a comme objectif de décliner cette version pour des enfants plus jeunes et puis aussi pour du grand public. Et justement, alors, la question, elle est très intéressante et merci beaucoup de l'avoir posée parce que le fait d'avoir créé l'escape game nous a conduit à avoir des nouvelles idées qu'on n'aurait peut-être pas imaginées avant la crise Covid et notamment ces idées de déclinaison du projet pour plusieurs tranches d'âge différentes, parce que là, on a fait une version qu'on a testée, hein, que vous pourrez tester en ligne directement.
et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas simple. Donc, on s'est dit peut-être pour l'instant lycée dans les versions actuelles, et on a dans l'intention, suite aux critiques ou aux suggestions qu'on a reçues suite à ces tests, on a dans l'intention de refaire une version plus simple pour que ce soit accessible à des enfants d'école primaire directement en ligne. Très bien. Alors, ce travail bon, a été pour nous une vraie mutation parce qu'on n'avait absolument aucune expérience de l'escape game et encore moins en numérique. Donc, il a fallu beaucoup travailler notamment sur l'auto-apprentissage, l'auto-formation en logiciel. On a utilisé Genially, que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein. Je pense que d'autres personnes ont une expérience plus importante que nous de cet escape game. Et donc, pour le moment, alors on a commencé à travailler sur le projet en avril avec mes deux collègues Gaël Bouchet et Éric Robin. Et puis, on a mis en ligne l'escape game, cette version finalisée, le 15 décembre. Donc, vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Bon, après, on n'avait pas que ça aussi, on a plein d'autres projets, mais beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc là, vous avez une version en ligne et donc on va décliner plus tard, ça va être l'objectif, cette version en ligne en des versions qu'on pourra animer sur le terrain directement en salle avec des outils immersifs qu'on va créer, qui ne sont pas encore créés aujourd'hui. Et le final, ce sera de faire une version sous le Cosmorium. C'est-à-dire qu'on a comme projet, comme ambition, d'utiliser le Cosmorium, donc notre planétarium numérique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Cosmorium, on a l'intention d'utiliser le Cosmorium comme un outil d'immersion avec derrière, donc dans les projections numériques qui vont être faites, une déco immersive pour pouvoir avoir une version un petit peu, je ne vais pas dire luxueuse, mais bon, une version un petit peu high-tech de l'escape game d'ici peut-être un an et demi, parce que ça va nous prendre un petit peu de travail. On a là aussi beaucoup de travail d'apprentissage à faire. Alors voilà pour l'escape game. Je passe tout de suite à l'autre projet, donc le planétarium numérique dans les lycées. Alors ce projet est un projet qui est donc financé par le conseil régional du centre. Le projet planétarium numérique dans les lycées, il existe depuis 2007. C'est un projet essentiellement développé en présentiel depuis cette période-là, qui consiste à faire itinérer donc notre Cosmorium, l'outil plané numérique, dans les lycées de la région centre pour faire des animations sur le thème de l'astronomie ou sur le thème de la théorie de l'évolution. Bon, on a un spectacle sur le thème de Darwin. Et donc là, même problème que celui que j'évoquais tout à l'heure. Quand la décision du premier confinement a été décrétée le 13 mars l'année dernière, on s'est retrouvé sans aucune animation. On avait entre 20 et 25 journées qui étaient prévues en mars, avril, mai 2020, qui ont toutes été directement annulées. Et donc, nous, on a, face un petit peu à la frustration des enseignants, hein, qui nous ont fait part de leur déception que le planétarium ne pouvait pas se déplacer, on a réfléchi, on s'est dit, bon, on va proposer quand même un contenu pédagogique en ligne, du coup, avec donc des vidéos qui étaient, donc, le but, c'est que ce soit des vidéos des séances que j'ai l'habitude de faire en présentiel et de faire des vidéos en distanciel et de les distribuer, du coup, alors pas en live, hein, mais des vidéos produites avec un montage et donc mises en ligne sur notre site internet destiné aux enseignants dans les lycées. Alors, suite donc à cette idée-là, la même chose, on n'avait pas d'expérience de la médiation scientifique en ligne auparavant, donc il a fallu qu'on prenne le temps de travailler sur l'apprentissage de logiciels de montage vidéo. Donc notamment, moi j'ai fait une auto-formation sur Vidéopad, et puis on a produit une vidéo, enfin j'ai créé une vidéo qui a été créée entre mars et juin, puisque la période de confinement a été décrétée en mars. Donc ce qui s'est passé, le problème, c'est qu'on n'a pas pu publier aujourd'hui cette vidéo sur notre site, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps. La vidéo a été terminée, enfin le premier test a été terminé en juin, et puis en juin, c'est la fin de l'année scolaire. Donc on s'est dit, ce n'était pas pertinent de mettre en ligne cette vidéo à cette période-là, puisque tous les enseignants étaient occupés à préparer la sortie, le baccalauréat, etc., ce qui est complètement logique. Et puis, il y avait encore des soucis avec la crise Covid. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une vidéo test, première vidéo qui durait 38 minutes. Et cette vidéo-là, mon idée était de la soumettre à la critique avant de pouvoir la publier vers les lycées.
Et donc, on s'est rendu compte que cette vidéo était trop longue, c'était la première. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire évoluer ce projet vers non pas une seule vidéo, mais plusieurs petites vidéos, des formats un peu capsules, hein, comme on dit, des formats 7-8 minutes avec des thématiques, et donc de pouvoir ensuite produire son… Donc, là, pour l'instant, je suis parti sur l'idée de 7-8 vidéos, hein, de 7-8 minutes chaque vidéo avec des thèmes. 4 vidéos sur le ciel étoilé des 4 saisons, donc qui serait en fait une présentation type séquence de planétarium avec le logiciel Stellarium, donc, où je vais présenter à chaque saison le ciel étoilé, le repérage des constellations, etc. Et puis 4 autres vidéos qui seraient des vidéos thématiques sur le système solaire, les exoplanètes, l'analyse de la lumière, et qui correspondent typiquement au programme de physique des élèves de seconde, première et terminale, et qui pourront être des vidéos utilisables, qui pourront être réinvesties sur le plan pédagogique par les enseignants directement dans les lycées, accessibles sur notre site internet. Alors après, je précise, hein, bon, je sais pas je sais que c'est 10 minutes, ça passe très vite, hein. Donc, Si on peut se permettre juste, ouais. on a le sentiment que quand même ça a essuyé pas mal de plâtre pendant cette période. Tu réponds à beaucoup des questions qu'on se pose ce matin. Et on a déjà un premier commentaire de Olivier du IEHCA qui te dit que l'escape game est vraiment un outil très intéressant et qui te demande si vous seriez disponible et disposé pour accompagner des structures qui souhaiteraient développer une initiative de ce genre. Oui, alors tout à fait, hein, absolument. Donc, si cette expérience peut être transférée ailleurs et puis être réutilisable par d'autres personnes, au contraire, nous, on en serait très, très heureux, il n'y a pas de souci, hein. On pourra échanger les coordonnées, et puis vraiment aucun problème, hein, sur ça, hein. D'accord. Et même, moi, j'avais tendance à penser qu'on était un petit peu les derniers à faire ce genre d'objets, parce qu'effectivement, des escape games, nous, quand on a commencé à s'intéresser à ce type de projet-là, bon, on s'est auto-formé, hein, puisqu'on n'avait aucune expérience, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à ce sujet. Et donc, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de prendre de la documentation. Et on s'est aperçu qu'en ligne, il existe déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escape games. Au début, on s'est dit, hein, on va innover un petit peu, on va être un peu dans les premiers. Bon, mais non, pas du tout. Il y a énormément d'escape games en ligne. Il y a beaucoup d'enseignants, hein, d'ailleurs, qui développent des escape games en ligne pour les lycéens. Et on s'est aperçu qu'on n'est pas du tout les premiers. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres structures qui l'ont fait déjà. Très bien. Donc, pour revenir à la question de WooClap, on attend encore vos réponses parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre à cette question pour compléter. Loïc a fait le choix d'un escape game, de quelques vidéos. On est intéressé de savoir qu'est-ce que vous avez publié pendant cette période. Alors, on se rend compte que pour l'instant, il y a quand même pas mal de gens qui disent que c'est autre. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de vous demander ce que c'est autre. Peut-être par le chat, nous le faire remonter, comme ça on pourra l'afficher. On est vraiment curieux de savoir si on a ou pas manqué un type de structure, ou peut-être un escape game. Effectivement, on n'avait même pas pensé à ce type d'outil. Peut-être que vous êtes nombreux à avoir fait ce choix. On n'y avait pas pensé en faisant la présentation. Donc, on peut quand même partager ces réponses et on voit. Est-ce que vous avez affiché? Ok, parfait. On voit quand même que vous êtes 56% sur 5 répondants à avoir fait ce choix de conférence en ligne. Effectivement, pendant le confinement, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Faire passer le message de scientifiques, prendre le temps d'expliquer en ligne, c'était très important. Donc, merci beaucoup. Loïc, Oui. est-ce que tu pourrais enlever ton partage d'écran, Oui, puisqu'il est oui, resté actif? oui, pardon, oui, tout à fait. Merci. Désolée, Marie-Laure, de Pardon. coupure technique. Du coup, Donc, on passe aux autres questions. Donc, effectivement, on serait intéressé vraiment de savoir dans la catégorie autre de contenu publié ce que vous avez publié. Donc, n'hésitez pas à le mentionner via le chat Vodalis. Et on va passer justement aux questions suivantes. Donc, la question suivante
Donc, s'il n'y avait pas eu justement les confinements et cette crise sanitaire, vous seriez-vous lancé dans l'aventure? C'est vrai que toi, par exemple, Loïc, tu nous as dit que le projet d'Escape Game était quand même voilà, était en projet, mais depuis très longtemps. Et finalement, Oui. c'est la crise qui vous a permis de vous lancer. Donc voilà, on voudrait savoir voilà, si c'est le cas de vous aussi. Et la question qui suivra d'ici quelques minutes, ça sera est-ce que suite justement à ces événements, vous allez changer vos pratiques de médiation? Donc, on va passer maintenant à l'intervention de Caroline Millet-Ferrari et Lucie Lejeune, médiatrice culturelle à la maison, au musée de la Marine de Loire. Vous allez nous parler de votre confinement à vous, comment vous l'avez vécu et comment vous avez fait en sorte de continuer à communiquer envers vos visiteurs. Alors bonjour, je suis Lucie Lejeune et voici ma collègue Caroline Millet-Ferrari. Nous sommes donc très contents d'intervenir aujourd'hui pour témoigner donc de cette magnifique aventure que fut le confinement, bien que ça nous ait été bien sûr imposé. Pour refaire un point sur notre situation au musée, nous sommes un petit établissement culturel, mais fréquenté quand même par, quand tout va bien, 15 000 visiteurs. On est entre 10 et 15 000, ça va dépendre des années, donc on n'a pas à rougir de nos chiffres. On a la chance d'être dans un magnifique cadre et il est vrai que le service éducatif est très dynamique puisque nous accueillons en moyenne 6 000 enfants, donc classes confondues et individuelles. Notre travail pendant le confinement s'est beaucoup orienté vers le public individuel parce que nous organisons des ateliers pédagogiques durant les vacances. Tous les mercredis des vacances scolaires, nous accueillons des enfants âgés de 6 à 12 ans, toutes zones confondues, donc zone A, B et C. Nous essayons de proposer donc des ateliers pour tous les enfants et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand le confinement est intervenu, nous travaillons donc sur l'atelier des vacances de Pâques. Or, quand le confinement a été annoncé, tout est tombé à l'eau. Donc, on a pris l'initiative de répondre quand même à une demande pour garder un lien avec les enfants qui ne pouvaient du coup plus venir au musée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est une initiative tout à fait personnelle. Ça n'a pas été une directive de notre responsable. Nous, notre souhait, c'était vraiment de garder un contact avec les enfants. On s'est dit que ça devait les attrister probablement eux aussi, cette situation d'être enfermés, comme nous d'ailleurs. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait créer un atelier qui mettrait en valeur l'installation de nouvelles collections dans le musée et qui permettrait aussi tout simplement d'être fait à domicile avec les moyens du bord. Alors, les moyens du bord, du coup, je laisse Caroline intervenir. Si je peux rajouter quelque chose, préciser quand même que, en fait, la majorité des personnes étaient confinées, sauf que nous, on est resté sur site pendant 15 jours. Ça veut dire que pendant 15 jours, on a dû venir tous les jours, même si si les autres personnes étaient confinées, nous, on devait venir sur site. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait des collègues qui étaient en télétravail. Et puis, nous, on s'est dit, pourquoi on prend le risque de venir tous les jours? Et en fait, on a décidé donc de rester en télétravail et de venir un jour sur site. Donc ça, je tiens à le préciser parce qu'au début, quand on a mis en place notre atelier pour mettre en valeur nos collections sur le sucre et notre atelier sur le sucre, en fait, l'avantage, c'est qu'on était in situ, on était sur place, on avait des collections, on pouvait faire un discours. Alors certes, on a pris nos portables personnels, enfin celui de Lucie parce que le mien est vieux et il ne permet pas de faire des choses intéressantes avec le son. Donc c'est Lucie qui a un portable plus performant. Donc on a fait avec les moyens du bord. Mais ça, c'est important aussi de le rappeler. On était sur place et après, ensuite, il y a eu une autre démarche. On était en télétravail. Qui s'est fait en télétravail où là, on est venu en télétravail, on faisait une journée par semaine sur site et en fonction des thématiques qu'on voulait développer en atelier, en ligne, eh bien, on prenait des photos, on prenait des séquences filmées sur place, une journée. Et on montait tout chez nous. Et puis, on faisait ça toutes les deux pendant la semaine. Donc, avec le portable, sur WhatsApp, on échangeait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, etc. Voilà, donc en fait, pour résumer, Caroline explique qu'on a dû s'adapter à la fois à la situation, mais aussi au planning qui nous a été imposé. Un coup totalement en présentiel, un coup en télétravail, ensuite on est revenu.
Et à chaque fois, on a essayé donc de répondre aux attentes des visiteurs. Alors, le premier confinement, comme on était enfermés tous, vraisemblablement, sauf pour le travail, on a créé un premier atelier en ligne. Alors, il était un peu bancal parce qu'il a fallu le faire dans l'urgence. Le logiciel, je ne le connaissais pas bien. Le son, c'était pas terrible. Voilà, ça balbutiait. Deuxième atelier, donc là, pour répondre aux ateliers de Pâques, véritablement, on est resté sur la thématique du cacao. Et toujours comme sur la thématique du sucre, on avait décidé de faire un atelier pratique, parce que nos visites se terminaient toujours par un atelier pratique, quelque chose que les enfants pouvaient trouver chez eux sans avoir à faire des courses, sans que ce soit onéreux. Donc, notre premier atelier pratique sur le sucre, c'était en fait un tutoriel avec de l'origami qui permettait de reproduire un pain de sucre, puisqu'on en a dans nos collections. On voulait vraiment que ça colle à nos collections, et un petit sucre d'orge, parce que c'était mignon. Et pour le deuxième atelier, donc sur le cacao, un peu mieux abouti. Du coup, l'idée, c'était aussi d'utiliser quelque chose qu'on avait tous chez soi, un peu de poudre de cacao, de l'huile pour faire un liant, et ensuite, on peignait une cabosse, on représentait une cabosse. Sur ce, j'ai utilisé ma fille pour réaliser donc, le tutoriel, puisqu'elle était vraiment dans la tranche d'âge, elle avait 6 ans. Et c'est vrai que comme ils me voyaient travailler à la maison, ils avaient envie de participer. Je vous cache pas que ça a été un peu compliqué aussi de faire des prises de son à la maison, parce que souvent, j'étais très satisfaite de cette énième prise et je me rendais compte que mes enfants étaient en train de se disputer en arrière-fond. Il fallait tout recommencer sans arrêt. Bon, ça, c'est pour le petit détail technique, mais enfin, il faut quand même le savoir. Alors, par la suite, on a de nouveau pu réaccueillir du public. On a pu refaire des animations au musée. Et lorsque, à Noël, le couperet est de nouveau tombé, puisque le musée ne pouvait de nouveau plus accueillir des visiteurs, on a fait vraiment très, très rapidement un atelier en ligne, avec cette fois-ci l'utilisation d'un jeu en fait à imprimer, et ce jeu faisait écho à l'atelier qui se passait, donc la visite se passait dans le musée, puisque là, nous, on est en présentiel. Mais par contre, comme les gens peuvent de nouveau sortir et qu'on sent une forme de lassitude vis-à-vis des écrans, pour février, on a un nouveau plan, puisque comme je vous ai dit, on s'adapte à chaque fois à la situation. Là, l'idée, c'est plutôt de créer un jeu de piste en extérieur. Donc là, il n'y a plus besoin des écrans. Ça va peut-être être juste pour les écrans l'occasion de valoriser ce travail-là. Mais ce qu'on veut proposer aux visiteurs, c'est de pouvoir vraiment vivre le jeu. Il suffit juste d'aller dans le parc du château de Châteauneuf, d'utiliser notre jeu de piste qui est en cours de validation, parce qu'il n'est pas encore terminé. Mais on veut, proposer aux gens ce qu'ils attendent. Premier confinement, on était enfermés, c'était, uniquement une médiation en ligne. Là, au mois de février, tout est différent. On peut faire des choses en extérieur, on leur propose un jeu en extérieur. Et encore une fois, nous, on ne peut pas passer notre temps à faire des médiations en ligne, même si c'est une partie de notre travail, on ne fait pas que ça. Et notre musée est un site avec des très belles collections, mais on n'en a pas plein les réserves. Et si on commence à tout montrer, ça n'aurait pas d'intérêt pour nous. En fait, le but, c'est que les gens reviennent sur place et vivent vraiment le musée, soit en visite libre, soit avec notre aide au cours d'une médiation. Alors moi, si je peux rajouter une chose, c'est que vous voyez bien que dans toute cette crise sanitaire, il y a eu une adaptation. Il y a eu le premier objectif, c'était de renouer, de continuer à avoir du lien en ligne. Et là, nous, on est dans une deuxième étape, parce que notre fermeture est toujours d'actualité, et on se demande quand est-ce qu'on va rouvrir. Et en fait, là, on est dans un deuxième objectif, c'est renouer vraiment le lien physique avec les individuels, les classes, parce qu'avec les adultes, on ne peut pas le faire. Mais avec les classes, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'en plus des ateliers qu'on a mis en ligne au premier confinement, on a fait aussi un peu de médiation sur les collections. Parce que effectivement, moi j'ai aussi un autre rôle dans mon métier. Je suis médiatrice, mais je m'occupe aussi d'une partie des collections, et on a décidé de faire de la médiation, de médiation en ligne, une histoire sur un petit peu commune sur un marinier de Loire. Donc on a utilisé nos collections qu'on a numérisées ou qu'on a photographiées, et puis on a illustré d'histoires. Moi je sais que j'ai fait pas mal d'enregistrements sur l'histoire de Pacifique Robineau, qui est un marinier très célèbre de Châteauneuf. On a fait aussi une autre médiation sur la croix de Tilly. Je ne sais pas si vous connaissez, elle se trouve à Guilly. Et en fait, pour que les gens
puisque la seule solution pour les gens, c'était de sortir et de se balader, eh bien, on les a invités à sortir et à aller voir cette croix Tibi en ayant vu la vidéo ou en la voyant tout simplement avec le portable face à la croix Tibi. Donc, ça donnait, voilà, nous, on essaye de faire des choses maintenant vraiment à l'extérieur. C'est ce qu'on a fait pendant le premier aussi. Mais là, la deuxième étape, c'est vraiment renouer avec le public. Et maintenant, désormais, nous allons dans les classes. Donc, c'est vrai qu'on est un peu désolé. C'est un petit peu, on n'a pas eu le temps de beaucoup préparer ce webinaire. Mais en fait, on intervient dans les classes en ce moment. Et pour intervenir hors les murs, ça nécessite une adaptation et un travail puisque c'est compliqué de sortir des collections. Ce qui était très intéressant quand on a travaillé avec vous en avant cette table ronde, c'est que vous nous avez bien expliqué que le public avait des attentes différentes entre le premier confinement, le deuxième, que vous vous êtes vraiment adapté au fur et à mesure des envies, vous avez répondu aux attentes de votre public et que si au début tout le monde a été tout numérique, aujourd'hui il y avait vraiment un sentiment de besoin de se retrouver physiquement et que vous essayez de répondre à cette attente-là malgré le fait que vous continuez à être fermé. On peut vous le dire puisque allant dans les écoles en ce moment plusieurs fois par semaine, les enseignants sont ravis. Là, on a une directrice d'école qui m'a dit en écoutant de vous voir, mais vraiment quelque chose de très positif. Les enfants sont ravis et surtout les professeurs nous disent bien que les enfants ont besoin d'autre chose. Là, on sent bien que ça devient difficile et le fait, on a fait aussi des visites en extérieur sur les pas de Maurice Genevoix à Châteauneuf-sur-Loire et c'est vrai que les enfants, les enseignants étaient ravis de faire autre chose que et de s'ouvrir parce que même si on peut se balader en forêt, etc., les week-ends, les lieux culturels, etc., les visites, c'est pas possible. Mais on peut le faire avec les écoles. Voilà, donc notre production, elle demeure puisqu'on a développé le musée online via une chaîne YouTube qui existait déjà, mais on l'a enrichi de toutes ces médiations, de toutes ces vidéos qui ont été produites à la fois par le service éducatif, mais aussi par notre collègue assistant de conservation. Ce sont des vidéos qui sont pérennes finalement parce que autant sur Pacifique Robineau que sur la Croix Tibi, on peut les consulter, ça ne change pas finalement au niveau de ce type de médiation. Après, est-ce qu'on est amené à reproduire des vidéos de ce type-là? C'est pas ce qu'on attend nous. On a répondu en fait à une situation à un moment donné. Ça nous a appris à nous adapter, à utiliser un matériel, audio qu'on ne connaissait pas. Donc moi, j'ai utilisé des logiciels sur lesquels je me suis formée toute seule. L'aspect technique qui a été compliqué, c'est que j'étais obligée de vider les données de mon téléphone, les données personnelles. Donc ça a été un gros bémol. Parfois, quand je faisais des montages vidéo, j'avais des problèmes de réseau. On avait du mal à s'envoyer les fichiers qui étaient très lourds. Donc tout ça, c'est des aspects techniques qui sont compliqués parce qu'on dépend de matériel personnel. Je suis satisfaite de l'avoir fait. Je suis plutôt contente du résultat parce que ça reste quand même de l'amateurisme, mais je pense qu'il tient quand même la route avec les moyens du bord. Maintenant, c'est toujours améliorable, on est bien d'accord. Mais nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre public, refaire des médiations en direct. L'écran, pour moi, c'est secondaire. Voilà, on n'est pas dans un gros site. Même si ça a été très intéressant de faire ça, et je dis pas qu'on ne peut pas se le garder sous le coude pour d'autres aventures plus tard, mais là, le but vraiment pour nous, c'est ce que Caroline a essayé de vous dire, c'est que aujourd'hui, on s'adapte et on voit bien que les gens ont envie de nous retrouver, de retrouver un vrai contact humain, et on veut aller dans ce sens-là. Les médiations en ligne, elles ont été faites. C'était une belle aventure, mais on veut passer à autre chose. Voilà. Alors pour moi, je rajoute quelque chose, une autre intervention qu'on a pu faire. Donc, on a un lycée, le lycée d'Ingré, Maurice Genevoix, qui nous a sollicité parce qu'on a fait une exposition sur la guerre 14-18 pendant le confinement en vue de la panthéonisation de Maurice Genevoix. Et le lycée donc, nous a appelés pour qu'on puisse faire une visite, une intervention dans leur site, puisqu'ils ne pouvaient pas venir chez nous. Alors moi, c'est quelque chose qu'au départ, j'ai refusé parce que pour moi, notre rôle, c'est la médiation sur les collections. Faire un discours en classe, ça n'a aucun intérêt. Donc, on a décidé de faire une visite en virtuel avec cette classe
Et ensuite, une fois qu'on a envoyé la vidéo, on avait proposé de faire un échange sur Zoom. Sauf que la difficulté au lycée, c'est d'avoir un écran pour plusieurs élèves. Du coup, à cause du Covid, c'est pas possible. Donc, on a abandonné l'idée de faire un Zoom et ils nous ont fait plutôt une lettre à la place. Et voilà. Puis après, ils vont faire quelque chose sur Genially et puis on verra des choses en lien avec le musée. Voilà. Merci beaucoup. Et on a d'ailleurs une question, notamment, donc ces ressources, elles sont en ligne, et donc comment justement avoir le retour? Donc la question c'est, avez-vous des retours sur ces escape games? Donc ça c'est pour toi, Loïc, mais c'est aussi valable pour les vidéos en ligne. Et le succès est-il à la hauteur du travail fourni pour les créer? Bonne question. Ça nous concerne aussi, cette question-là? Bah oui, parce que vous avez, enfin, voilà, comment vous pouvez mesurer finalement le succès ou l'intérêt du public sur vos productions? Alors, pour ma part, comme je contacte en fait, par exemple, les familles dans les cadres des ateliers via des mailings, j'avais proposé des liens de téléchargement pour les vidéos et j'ai eu des retours écrits nous remerciant pour ces initiatives. De même, j'anime la page Facebook du musée qui est suivie par plus de 1000 followers, donc j'en suis plutôt contente. Il y a eu des bons retours, les gens nous ont remerciés. Alors après, c'est pas des grandes quantités non plus de retours, mais il y en a, avec des productions photographiées des enfants, par exemple. En ce qui concerne les médiations tout public, que ce soit sur les Robineaux ou sur, par exemple, la Croix TV, ça a été partagé dans différents groupes historiques, etc. Et si bien que les descendants de la famille Robineau ont vu la vidéo en ligne et nous ont contactés successivement pour nous remercier de ce travail. C'est un travail généalogique aussi. Hein. Voilà. Après, le retour a été beaucoup plus exprimé pendant les premiers confinements que durant le second. Je pense qu'à Noël, pour notre atelier de Noël, déjà, il est intervenu très tardivement parce qu'on a appris qu'on fermait de manière inopinée et il a fallu réagir très vite. Donc, on n'a pas pu communiquer en amont sur notre atelier de Noël, mais d'autre part, je pense que les gens étaient très préoccupés et je crois qu'ils étaient en train de vraiment décrocher de l'espace numérique. Ils avaient vraiment besoin de se retrouver en famille, de vivre des choses concrètes. Donc, le retour a été moins important et c'est donc aussi pour cette raison-là que on va donc fournir un autre travail pour le mois de février, donc ce fameux jeu sans écran. Voilà. Donc, est-ce que le travail fourni, comment dire, génère autant de retours qu'on l'attend? Si, quand même, si. On est content. Et c'est pas parce que les gens l'expriment pas qu'ils le ressentent pas non plus. Voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que justement, quand il y a l'écran qui se met entre vous et le public, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on peut très bien, c'est vrai, apprécier. Et souvent, c'est quand on apprécie, on n'ose pas forcément donner d'avis. Et on a plutôt tendance à donner son avis quand on n'aime pas. Et c'est vrai que ça complique un petit peu le retour. Et toi, Loïc, comment tu as un petit peu de retour sur l'escape game? Alors oui, donc effectivement, je voulais aussi effectivement compléter ce que Caroline et Lucie disaient sur le fait que les écoles attendent impatiemment le retour des animations en présentiel. Moi, je confirme complètement ce qui vient d'être dit, puisque nous, depuis le mois de septembre, on a des animations qui ont cours, notamment les semaines culturelles en partenariat avec Centre Sciences et puis d'autres animations comme le Cosmorium et les expositions itinérantes qui continuent de fonctionner en présentiel avec les écoles, puisque tout ce qui est public est toujours interdit. Et je confirme totalement 100% ce qui vient d'être dit sur la satisfaction qu'ont les écoles à recevoir les expositions et le fait que les enseignants nous disent « Ah, on est très, très, très content de vous voir ». Moi, j'ai entendu exactement les mêmes choses, pas plus tard qu'hier à Château-Renaud, avec on a une exposition sur les mathématiques. Donc le présentiel soulage clairement le travail que font les enseignants et les écoles. Et donc par rapport à la question des retours sur l'escape game. Alors, pour l'instant, nous, l'escape game a été mis en ligne le 15 décembre, donc ça fait pas très très longtemps. On a eu, en termes quantitatifs, on a eu 1500 connexions, donc 1500 personnes qui, a priori, ont joué à l'escape game. Dont moi. Oui, oui, c'est vrai, tu m'en as parlé d'ailleurs. Et donc justement, des retours comme ceux que tu m'as envoyés, qui nous ont permis de noter un petit peu ces retours, ces suggestions, et puis qui nous permettront d'apporter des améliorations à la fois dans la version numérique et puis aussi dans les futures versions présentielles, puisque, comme on vient de le dire,
Moi, je suis complètement d'accord. Le numérique, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. C'était très bien dans la période sans public parce que pratiquement on n'avait que ça comme moyen de médiation pour conserver le lien avec le public et c'est absolument essentiel pour nous aussi qui travaillons que avec du public de garder un lien et de continuer de faire de la médiation scientifique. Mais ce n'est pas une fin en soi et nous on préfère aussi le présentiel parce qu'en termes d'interactivité, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et concernant alors je vais pas, concernant la vidéo planétarium numérique dans les lycées, bon, nous, on insiste bien sur le fait que cette vidéo ne peut pas remplacer une séance de planétarium dans un lycée. L'immersion dans un planétarium numérique, c'est incomparable avec une vidéo sur écran. Vraiment, ça je le dis s'il y a des enseignants qui écoutent, c'est pas la même chose. C'est vraiment complémentaire, l'outil numérique, et on l'a fait aussi parce qu'il fallait s'adapter à la situation, mais le présentiel reste quand même un moyen de médiation qui est en termes d'interactivité, en termes de lien humain, de convivialité, qui est quand même 100% meilleur, quoi. Voilà. Mais il y a de très bons outils numériques. Hein. C'était un retour justement qu'il y avait, c'était donc justement comment remplacer la dimension immersive du planétarium en vidéo. Bah, là, tu viens d'y répondre, en fait, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Il faut ça permet de pallier voilà. l'absence, mais Absolument. voilà. L'immersion est irremplaçable. Et c'est aussi pour ça qu'on aimerait que l'escape game soit construit en version immersive, jouable sous le Cosmorium, parce que là, ce serait vraiment quelque chose de fantastique. Donc, on va revenir sur les réponses aux questions WooClap qu'on a posées juste avant aux participants. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu les confinements, où seriez-vous lancé dans l'aventure? On a une majorité, effectivement, de réponses positives. Donc, c'est-à-dire qu'en finalement, le confinement, ça a peut-être accéléré, comme vous, Loïc, à la FRMJC, ça vous a permis, en fait, de mettre en avant un projet qui était dans les placards. Et enfin, donc, la deuxième question, c'était donc, est-ce que suite à ces événements, vous allez changer vos pratiques? On est à 100% de oui. Donc, effectivement, enfin, même si le numérique ne remplacera pas et ne peut pas remplacer le présentiel, ça reste un outil qui maintenant qu'on le maîtrise parce qu'on s'est formé, enfin, comme vous vous êtes formé, c'est vrai que c'est dommage de ne pas capitaliser sur le temps que vous avez passé chacun sur toutes ces vidéos. Donc, ça restera un outil, mais effectivement, pas l'outil principal. Je pense que c'est ça que, si vous êtes d'accord, qu'on peut retenir de ces… Donc, nous avons des nouvelles questions à vous poser sur WooClap, 3. Donc, la première, c'est: avez-vous identifié des manques dans vos compétences pour mettre en ligne vos vidéos, vos contenus, pardon? Si oui, qu'avez-vous mis en place pour pallier à ces manques? Donc là, on vous demande de mettre un nuage de mots, tout ce qui vous passe par la tête. Passe par la tête, exactement. Et avez-vous noué de nouveaux partenariats pour créer des contenus? Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse maintenant. Donc, les questions, je vais les faire glisser petit à petit. Et donc, vous pourrez répondre pendant l'intervention d'Hélène Mention, donc, du réseau Canopé, qui va nous parler donc, justement des ressources en ligne et du soutien qu'ils apportent aux acteurs. Bonjour. Bonjour à tous. Donc en effet, j'appartiens au réseau Canopé. Pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau Canopé, c'est un réseau national qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. C'est un éditeur de ressources transmédia. Donc chez nous, vous allez pouvoir trouver toutes les ressources pour des personnes qui ont des activités pédagogiques. Donc, ça peut être la communauté éducative dans son ensemble très large, mais aussi toutes les personnes qui, dans leur structure, donc dans leurs associations, dans leurs structures culturelles, scientifiques ou dans leurs associations, mènent des projets éducatifs. Donc, nous, on était déjà très axés numérique. Évidemment, puisqu'on développe le numérique éducatif au service des enseignants. Mais c'est vrai que pour nous aussi, cette crise sanitaire a été encore un accélérateur, comme le soulignait Loïc, puisque au-delà de nos ressources que les gens viennent consulter dans les ateliers Canopé, donc, les ateliers sont on va dire les maisons Canopé qu'on trouve. Il y en a une par département.
Et ce sont des lieux où on peut venir chercher des ressources, s'informer, se former. On est centre de formation pour tous les acteurs qui ont des visées pédagogiques, et puis aussi lieu de médiation. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là qui ne pouvaient plus venir chez nous, on a fait en sorte de poursuivre encore plus notre proposition de ressources en ligne, notamment par le biais d'une nouvelle plateforme qui a été créée exprès en mars dernier et qui va finalement être pérenne parce qu'elle a obtenu beaucoup de connexions. Donc, cette plateforme s'appelle Canotech. Ça s'écrit C-A-N-O-T-E-C-H, comme le début de canopée et tech technique. Voilà, et c'est une plateforme sur laquelle nous avons enregistré de nombreux webinaires, de nombreux tutoriels, des podcasts, d'interviews d'experts et de gens qui sont vraiment spécialistes de certains domaines culturels ou pédagogiques. Et on a également posté des conférences en ligne ainsi que des tutoriels à beaucoup d'outils numériques pour que justement toutes les personnes qui ont des beaux projets comme ceux qui nous ont été exposés puissent accéder à des formations courtes d'une durée inférieure à 1 heure et à des tutoriels pour être en capacité de démarrer des activités pour pouvoir les faire en distanciel. Voilà. Donc, pendant cette période de continuité pédagogique, les enseignants ont beaucoup apprécié. En effet, on a eu environ 100 000 personnes entre mars et septembre qui se sont formées et qui ont accédé à nos contenus. Et ça a tellement bien fonctionné que finalement, cette plateforme va devenir pérenne. On continue à l'enrichir tous les jours. Alors, notre souhait, ça serait quand même aussi de retrouver des formations présentielles parce que notre cœur de métier, je vais vous montrer un petit peu, c'est quand même justement de donner accès à beaucoup de contenus, mais en particulier aider l'accès au numérique. Donc, on forme à des escape games, physiques ou numériques. On aide les gens à créer leurs propres escape games et à prendre en main tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent se lancer dans l'aventure. On forme à la création de parcours et de jeux de pistes pour que ça puisse se faire en intérieur, en extérieur, avec une tablette, un téléphone portable, des parcours éducatifs et pédagogiques avec les contenus de chaque structure. Voilà, donc on a vraiment eu cet accélérateur. Il y avait déjà des enseignants et puis des structures qui s'y intéressaient. Mais là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de demandes. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est pour former et expliquer à distance. On a continué à le faire en distanciel, mais c'est vrai que pour montrer aux gens comment créer leur propre parcours d'escape game, pas seulement numérique, là, c'est compliqué. De même, sur toutes nos formations physiques, c'est-à-dire que lorsqu'on intervient sur des domaines d'éducation et de société, c'est compliqué de former à des outils de médiation pour parler ensemble de citoyenneté, de responsabilité, d'esprit critique et scientifique, de choses comme ça. C'est difficile en distanciel. Alors, on le fait, mais ce n'est pas évident. Alors, je vais peut-être pouvoir vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc je vais le mettre en diaporama pour mieux voir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez trouver comme ressources parce qu'elles sont mobilisables par tout le monde. On est avant tout opérateur public et donc qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit structure extérieure, dès lors qu'on a à mener des séances, on peut tout à fait s'inspirer de séances pédagogiques qui sont soit en ligne, soit en accès physique,
Mais on a tout conçu pour que ça soit transmédia, c'est-à-dire on en a sur papier, on en a en PDF, on en a sous forme d'application et sous forme de support immersif, des vidéos et des jeux sérieux. Donc là, par exemple, sur le corps humain, avec Corpus, on peut se balader dans le corps humain et voir en 3D comment ça fonctionne. Et à chaque endroit de ce corps humain, on va avoir des petites capsules vidéo pour expliquer quelles sont les implications sur la santé. Donc, on va pouvoir trouver des choses autour du tabac, de l'alimentation, du fonctionnement des neurosciences. Il y a une centaine de vidéos qui ont trait au corps humain, par exemple. Alors, c'est très, très riche. Il y a beaucoup de choses en réalité virtuelle. Avec un casque numérique, on peut se balader dans le corps et notamment dans tout ce qui est digestif, par exemple. Voilà, on a des focus pédagogiques. Voilà, beaucoup de ressources et de supports qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. La plupart sont gratuits et en ligne. On propose vraiment énormément de choses. Il y a des expositions, il y a des web-séries, des web-documentaires. Voilà, l'idée, c'est de savoir que nous, en fait, on a amplifié encore tout ce travail-là au service à la fois des enseignants, mais aussi de toutes les personnes qui mènent des médiations et qui veulent les compléter avec des expériences, par exemple. C'est le cas des petits ateliers. Donc là, j'ai pris l'exemple de la science, mais il y en a sur aussi d'autres choses. Ça peut être le cirque, le théâtre, la calligraphie. Voilà, en science, vous trouvez une cinquantaine d'expériences, c'est mis à jour tout le temps, d'expériences à faire qui vous sont suggérées avec une vidéo et une fiche pédagogique. Donc là, en fait, même si on n'est pas un expert, eh bien, c'est tellement bien expliqué pour quel âge, pour quel niveau, quel matériel il faut. Et puis, la vidéo de la séquence en elle-même, voilà, que c'est facilitant et c'est mobilisable à distance. L'idéal, évidemment, étant de le faire avec les jeunes, une fois qu'on pourra se retrouver. Voilà. Alors, Hélène, oui. Vous avez une question de Sophie. Oui. Qui vous demande si les formations de Canotech sont accessibles aux personnes de collectivités territoriales et sont-elles accessibles en ligne, en différé? Tout à fait. En fait, elles sont accessibles à toutes les personnes qui sont intéressées par des questions pédagogiques, donc directement sur canotech.fr, CANOTECH. Et donc, alors évidemment, ça ne remplace pas nos vraies formations. Je vais peut-être pouvoir vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut vous proposer pour que justement les musées et les structures qui ont envie de mener des projets à bien puissent venir voir ce qu'on fait ou nous faire appel. Mais en effet, grâce à ces webinaires, il y a déjà un premier niveau d'information très concret pour aider à se former. Donc, n'hésitez pas, au contraire. Et est-ce que vous avez proposé plus de ressources pendant cette période de crise qu'en temps normal? Voilà, par exemple, vous voyez les fondamentaux. Au départ, il y avait à peu près 300 capsules. Alors, c'était peu à peu enrichi. Et puis là, on vient d'arriver à 500. Donc, ça, c'est mobilisable également gratuitement en ligne pour tous. Et ça, c'est national ou c'est régional? C'est national. Voilà. C'est national. Toute cette partie-là est nationale. On retrouve, tout à l'heure on verra avec le CEA, mais on retrouve aussi les jeux vidéo qu'on a développés avec certaines structures. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a de nombreuses choses qu'on peut faire. Alors physiquement, c'est sûr, on n'a pas enlevé nos parties physiques. Venir chercher du matériel et des mallettes pour pouvoir faire des expériences et puis des choses. Se renseigner aussi sur l'évolution des modes d'apprentissage. C'est quand même très intéressant. Et puis, en effet, venir nous voir pour travailler ensemble. Voilà, monter des escape games. Alors, ils peuvent être entièrement numériques ou physiques.
Après, ce qui a été nouveau aussi, c'est qu'au départ, on menait ce qu'on appelle des hackathons. En fait, ce sont des défis collectifs de créativité. Quand on veut faire un marathon créatif avec des jeunes ou quand on est dans une structure et qu'on a un projet et qu'on a envie de mobiliser toutes les énergies collectives et puis de réfléchir ensemble pour vraiment arriver à monter un projet avec, pourquoi pas déjà un prototypage, eh bien, on propose d'organiser des créathons, des marathons collectifs avec l'idée d'arriver au bout d'une journée de créativité à créer de nouveaux projets, à aboutir à des nouvelles idées. Et donc ça, d'habitude, on le fait physiquement. Et puis, pendant toute cette période, et bien maintenant, on en a fait en distanciel. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Hein. On utilise des outils exactement comme celui sur lequel on est aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on a des projets à enjeu ou des idées, des thématiques sur lesquelles on veut travailler et faire intervenir tout le monde, ça peut être dans une structure aussi bien le directeur et le comptable que des jeunes, que des gens de l'asso, que des médiateurs. Voilà, on a un projet. On va pouvoir travailler par petites équipes, de manière créative, avec des outils, du co-design. Donc, nous, on fournit tout. On est facilitateur, on aide les gens à faire sortir toute leur créativité, toutes leurs idées, les organiser et les prototyper. C'est vrai qu'à distance, c'est pas évident. Alors, il y avait une question d'Olivier de l'IEHEA qui nous avait demandé tout à l'heure si les enseignants se sont appropriés les contenus utilisés et ce qu'ils ont utilisé en classe. Moi, j'avoue que j'attendais un peu qu'il y ait votre intervention et puis celle de Nathalie pour vous poser la question à tous. Mais il précise bien qu'il espère que les ressources de Canopé, et donc j'imagine aussi du CEA, sont déjà utilisées par les enseignants. Donc, c'est quand même une question qu'il aimerait poser à Loïc et puis aux médiatrices de la maison du musée de la Marine de Loire. Si vous pouvez juste donner votre avis. Par rapport comme je disais tout à l'heure, en ce qui concerne nous le planétarium, donc la vidéo test n'a pas été publiée encore parce que nous on considérait qu'elle n'était pas suffisamment aboutie pour pouvoir être publiée. Donc, on va évidemment faire évoluer ce travail-là pour pouvoir créer, comme je disais, non pas une seule vidéo, mais 8 avec un aboutissement beaucoup plus intéressant et plus pertinent et aussi une validation parce que, donc, je ne sais pas si Jean-Marc Vallée est présent dans l'assistance, mais on va soumettre aussi cette vidéo, évidemment, d'abord au rectorat pour vérifier que c'est intéressant de la publier aussi aux enseignants. En tout cas, on a une demande forte des enseignants avec qui on travaille d'habitude sur le planétarium pour ce complément pédagogique qui pourra ensuite être pérennisé, même si on a dit que les vidéos ne viennent pas remplacer, surtout pas l'animation de planétarium en présentiel parce que ce n'est pas du tout remplaçable. Mais notre idée, c'est de pouvoir par la suite continuer le projet planétarium numérique dans les lycées qui reçoit un très bon écho dans les lycées et accompagner cette animation présentielle de ces supports pédagogiques qu'on n'avait pas avant, qui vont être créés en numérique et qui du coup vont venir en complément, en appui à l'animation et qui pourront être réutilisables ensuite par les enseignants. Il y a un intérêt fort, c'est sûr. Après, on n'est pas encore arrivé au stade de l'avis puisque la vidéo n'a pas été publiée. Pour les skate games, pareil, on n'a pas encore eu le temps, on n'a pas encore de recul entre la mise en ligne et qui a été faite sur notre site internet et puis les avis qui sont revenus pour faire un premier bilan en termes d'avis des enseignants. Mais la demande est forte, ça c'est sûr. Merci beaucoup Loïc. Et donc Lucie et Caroline. Pardon, on avait un problème de micro. On a eu un souci technique, on n'est pas sûr d'avoir bien analysé la question. Est-ce que vous pouvez nous la reposer, s'il vous plaît?
Si vous savez si les enseignants ont utilisé vos ressources, est-ce que vous avez un retour? Je pense que des enseignants sont allés sur notre chaîne YouTube pour comment dire, identifier le contenu de nos collections et peut-être comment dire, apprécier nos médiations. Par contre, il n'y a pas de demande particulière à part avec ce lycée dont on a parlé pour produire de nouvelles vidéos. Et comme on l'a déjà en fait énoncé tout à l'heure, ce n'est pas notre souhait. D'accord. Voilà, le service comment dire, de médiation préfère accueillir le public et comment dire, avoir un contact direct avec le public. Maintenant, si la situation devait durer, bien sûr qu'on répondra à ces attentes. Mais pour le moment, le souhait est plutôt donc de retrouver notre public sur place. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir du coup sur les questions qu'on vous a posées pendant l'intervention d'Hélène. Donc, vous avez très clairement tous identifié que vous aviez des manques pour créer du contenu en ligne. Et si on peut partager la question 6, qui est sur le nuage de mots, le mot auto-formation ressort très clairement. Donc, vous avez tous été en capacité de vous auto-former et félicitations parce que c'est vraiment pas évident. Donc voilà, il y a d'autres mots que vous voyez apparaître comme des prestations, éco-sciences, c'est une bonne chose, du nouveau matériel, oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, et puis pour la dernière question, c'est pas très tranché, donc vous êtes 50-50, donc peut-être que la question n'était pas très appropriée. Donc voilà pour les questions de vocab. Donc on va passer aux prochaines questions qui vont suivre. Donc justement, la question c'était si vous aviez déjà du contenu en ligne, avez-vous vu une hausse de fréquentation durant cette période? La question qui suivra ensuite, ça sera donc si vous avez ciblé un public, diriez-vous que vous avez rempli vos objectifs? Et la troisième question qui arrivera un petit peu ensuite après, dites-nous en un mot comment avez-vous perçu la qualité des échanges en ligne avec le public? Donc, je laisse Marie-Laure présenter donc notre prochain intervenant. Donc maintenant, nous allons accueillir Nathalie Scarbi du CEA qui va nous parler d'un événement en ligne qui s'est passé avant-hier et puis de la lettre d'info CEA-Scope. Donc je vous laisse la parole. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Juste un mot peut-être sur le CEA, pour ceux qui ne connaissent pas. On est un organisme public de recherche qui compte 20 000 personnes. On est sur 10 centres, 3 centres en région parisienne, en Île-de-France et 7 en région. Vous connaissez probablement tous le centre du RIPO, puisque c'est celui qui… voilà, vous travaillez beaucoup, je pense, avec François Marin à Centre Sciences. Et donc, les 4 grandes thématiques, on va dire, sur lesquelles on travaille, c'est la transition énergétique, la transition numérique, défense et sécurité et la recherche fondamentale, donc les sciences de la matière, les sciences du vivant avec la médecine du futur. Voilà, je m'arrête là. Je fais très Merci court. pour cette précision. Alors, je ne veux pas vous parler du site web, de l'espace enseignant, de l'espace jeune, etc. Je vous laisse découvrir en allant sur cea.fr. Là, aujourd'hui, je vais vous faire juste 2 focus. Donc, un premier sur la newsletter CEA-Scope. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Hop. Voilà. Donc, moi, je voulais vous parler de CEA-Scope. Alors, j'arrive pas à changer mes slides. Ah, c'est dommage. Avec votre souris, je pense que ça fonctionnera peut-être un petit peu mieux. Tout à l'heure, Loïc avait ce problème. Ah, voilà. Voilà. Donc, je voulais vous parler de notre newsletter parce qu'elle est mensuelle. Donc, on l'a lancée en 2013. L'idée, en fait, c'est de partager finalement tout ce que l'on fait. Alors, d'une part, nos ressources en ligne, mais également nos événements, toute l'actualité, en fait, de culture scientifique du CEA. Ça permet de faire remonter aussi et de valoriser toutes les informations concernant ce qui est fait dans les centres du CEA. Donc, on a une partie… alors, on a 9000 abonnés actuellement. C'est essentiellement des enseignants, mais
ce qu'on s'est dit là pendant le confinement, c'est qu'en fait, cette lettre, elle est destinée à tous les prescripteurs de sciences et notamment les médiateurs de sciences. Et je pense que vous ne connaissez pas forcément cette lettre. C'est Guy-Antoine Dufour qui me dit il faut essayer d'en faire la promotion parce que c'est une mine, c'est vraiment une mine d'informations. C'est beaucoup de, non seulement des ressources en ligne, mais également des conseils sur des livres, sur des MOOC, sur des événements. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser. Voilà, donc c'est vrai qu'on aimerait, peut-être qu'il faut qu'on le fasse davantage connaître auprès des acteurs dans les CCSTI. On a aussi une page Facebook qui reprend en gros certains des événements qu'on annonce dans notre newsletter, et une chaîne YouTube là qui est assez intéressante, et on sait qu'elle est suivie notamment par les enseignants, puisqu'on reprend de nombreuses conférences en fait. On essaye voilà. Donc là, je vous fais un zoom un peu sur CEAScope. Alors, il suffit, si vous souhaitez vous abonner, vous rentrez CEAScope dans le moteur de recherche, et puis vous allez tomber sur la lettre et sur sur la fiche d'abonnement. Donc, en gros, en général, il y a un header. Comment ? Est-ce que juste vous avez eu plus d'abonnés pendant le 2020 ? Est-ce que vous avez vu une augmentation des gens qui se sont inscrits ? Un peu, oui, et surtout ce que l'on constate en fait quand on diffuse, quand on envoie cette newsletter, on constate juste après des demandes liées aux ressources finalement dont on a fait un peu la promotion que l'on a mis en avant en fait, notamment lorsqu'on parle par exemple d'expositions ou de certains articles, etc. Dans les 2-3 jours qui suivent, on voit une augmentation considérable vraiment liée au sujet dont on a parlé. Et vous avez quoi comme taux d'ouverture de cette lettre vous pouvez nous dire ? Vous avez quoi comme taux d'ouverture à peu près de cette lettre On a 9000 abonnés. On a 9000 abonnés, ouais, c'est ça. Et vous savez s'ils les ont tous, s'ils les lisent, qu'ils cliquent sur les liens, vous avez ce retour-là ? On a ce retour, je ne peux pas vous le dire précisément. On a un système informatique au CEA sécurisé qui ne permet pas de suivre peut-être aussi de façon aussi précise que l'on souhaiterait. Voilà. Mais on voit, voilà, ce que je vous dis, c'est qu'on constate les demandes qui suivent immédiatement la diffusion de cette lettre. En fait, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a eu effectivement que c'est très suivi. Pendant le confinement, en plus, on a, au lieu de sortir une lettre par mois, on en a sorti 2 tous les 15 jours. Et on a vu qu'il y avait, qu'il y avait une demande, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Donc en général, on commence dans le header. Donc la première info, c'est vraiment l'événement ou la ressource du mois. Et ensuite, on met en valeur des vidéos. Et puis évidemment, c'est lié aussi à l'actualité. C'est très très lié à l'actualité. Voyons, par exemple, à l'occasion du prix Nobel de physique, où on va mettre en avant les travaux faits au CEA en lien avec le prix Nobel de physique. Étienne Klein, par exemple, qui a participé au congrès de l'AMSTI, une table ronde à laquelle il a participé qui nous a semblé intéressante sur les urgences sociétales. Donc, on a mis en ligne la table ronde. Voilà. Et puis, on peut aussi repérer pour les lecteurs, certains événements qui n'ont rien à voir avec le CEA, mais qui sont toujours de la culture scientifique, ou des événements à mettre en avant, quoi. Très bien. Voilà pour cette lettre. Et ensuite, je voulais vous parler d'un événement. Donc, en effet, c'est ce qu'on a fait avant-hier matin. Voilà, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Depuis maintenant 7 ans, je crois, tous les ans, au mois de janvier, fin janvier, début février, on fait une action dans les 10 centres le même jour, destinée aux lycéens. Cette action, elle s'appelle Scientifique toi aussi. Et en fait, on reçoit dans nos centres environ 150 à 200 lycéens qui vont à la fois visiter nos laboratoires, mais surtout échanger avec les chercheurs. Donc, on fait des speed métiers. Il y a entre 15 et 20 scientifiques qui vont se succéder dans un amphithéâtre, par exemple, et durant 3 minutes, ils vont parler de leur métier, de leur quotidien, de leur vocation pour les sciences. Et ensuite, ils vont pouvoir échanger
durant la pause du déjeuner en général, avec les lycéens. Donc il y a des groupes et puis les lycéens peuvent aller vers les scientifiques qu'ils ont entendus pour approfondir ce qu'ils ont dit. Ces journées marchent très très bien. On peut malheureusement pas recevoir tous les lycées, mais en tout cas localement c'est très suivi. Il y a une grosse demande et voilà, et on aime beaucoup cette action. Certains de nos centres d'ailleurs la déclinent plusieurs fois dans l'année. Et puis cette année, eh bien, on s'est dit, ben voilà, on ne peut pas faire scientifique toi aussi, on ne peut pas recevoir les lycéens. Et très vite, fin novembre, on s'est dit, ben, ça serait bien finalement de faire une offre digitale. Ce que l'on a fait extrêmement rapidement, on s'est mis en partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille, parce qu'en fait, ils ont interviewé une de nos chercheuses, Valérie Masson. Ils ont réussi à réunir plus de 100 classes, ça avait très très bien marché. Donc on s'est dit, ben, mettons-nous avec eux, on les a très rapidement contactés et on s'est monté en équipe projet. Et on a construit deux matinées pour les lycéens. Donc c'était mardi dernier et le 1er avril prochain avec certains de nos scientifiques. On a proposé une conférence avec Roland Lehoucq, que vous connaissez peut-être, des speed métiers avec des scientifiques en visio depuis leur labo, et puis une table ronde. Donc là, mardi, c'était sur climat, médecine du futur, simulation et informatique, à la fois sur les métiers aujourd'hui, quels sont-ils, et également demain, quelle sera la société, en tout cas comment ces thématiques, quelles seront-elles dans la société dans 5 ou 10 ans. Donc essayer de se projeter aussi un peu. Et donc, on a eu 2500 inscriptions, donc des élèves dans leur classe, hein, parce qu'il s'agissait de s'adresser on est passé par les enseignants, en fait. Donc, c'était des classes connectées. Bien évidemment, là, en ce moment, vous savez qu'on est… les classes, elles sont très souvent en demi-groupe. Hein, donc, on aurait probablement eu le double je pense, de fréquentation et d'inscription si on était en format normal, quoi, en classe entière. Et ce qui était intéressant donc, dans cette matinée, c'est qu'il y a eu des échanges en direct. Tout s'est fait en direct. Il y a eu des échanges et on avait des questions qui arrivaient sur un chat qui était géré par le rectorat d'Aix-Marseille, qui envoyait ensuite les questions en direct sur une tablette à quelqu'un que vous connaissez probablement, puisque c'est Émilie Tardif qui a fait l'animation. Donc, elle est journaliste à TV Tour, donc j'imagine que vous la connaissez. Et quelqu'un de très dynamique, et c'était vraiment bien. Donc, en fait, à part l'animation qui a été faite par Émilie, on a tout fait avec les moyens du bord, si je puis dire, ce qui n'était pas simple du tout, même si on est un gros organisme, eh bien, on ne connaît pas bien du tout ces outils digitaux. Donc, c'était une première pour nous. Voilà, alors c'était pas parfait, mais je pense qu'on fera encore mieux la prochaine fois. Il y a eu des petites erreurs dans les slides, il y a eu, voilà, mais bon, en tout cas, ça a eu le mérite d'exister et je crois, enfin, on a eu des bons retours, en tout cas, des lycéens et des enseignants. Voilà, ils ont apprécié de pouvoir échanger en direct. Du coup, on a laissé notre chat ouvert encore une semaine parce que les élèves, ils peuvent avoir d'autres questions encore après coup, quoi. Et on leur répondra sur une page web dédiée à cet événement. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que là, eh bien, on s'est complètement adapté à la situation. Voilà, on ne peut pas recevoir les élèves, eh ben, on a quand même envie d'aller vers eux, on a quand même envie d'échanger. Et on est content d'avoir monté cet événement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup. Donc juste avant de passer à notre dernier intervenant de la matinée, petit rappel, donc le questionnaire WooClap est toujours actif. Donc les prochaines questions qui vont vous être posées sont les suivantes. Donc vous êtes-vous censuré dans vos contenus que vous avez publiés et sur quel support vos contenus ont été relayés? Et donc maintenant, on laisse la parole donc à Astrid Pellieu, coordinatrice du site Écosciences Centre Val-de-Loire. Astrid, à toi. Alors merci, bonjour à tous.
Donc, on a pu voir avec ces différents retours d'expérience, que ce soit celui de la FRFJC, du Musée de la Marine de Loire, du réseau Canopée ou du CEA, que de nombreuses ressources ont pu être mises en place lors de ces différents confinements, où elles ont été renforcées, consolidées pendant ces confinements. Et donc, une fois que ces ressources ont été créées, la question, la problématique qui se pose, c'est comment les valoriser, comment les faire connaître auprès du grand public ou auprès des autres acteurs de la région, voire même en dehors de la région. Et Ecosciences peut répondre à cette problématique et proposer de nombreuses fonctionnalités. Donc, je vais commencer par rappeler rapidement un petit peu ce qu'est Ecosciences pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme ou tous ceux qui n'ont pas encore osé sauter le pas de son utilisation. Donc, Ecosciences est un réseau social spécialisé. Il est dédié aux acteurs et aux amateurs de culture scientifique. Donc, c'est un outil qui a été conçu pour faire de la veille sur donc, les sujets scientifiques, mais également c'est un outil de promotion et de partage autour des sciences. Il est déployé sur différents territoires et la vocation première d'Ecosciences est de pouvoir permettre aux personnes de ce territoire, d'un territoire donné, de se mettre en lien et donc d'échanger autour de la culture scientifique. On peut donc considérer qu'Ecosciences est vraiment un outil numérique puissant de réseautage et d'animation d'un territoire autour de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, les différents espaces d'expression qui sont présents sur Ecosciences et qui peuvent vous servir à échanger, à communiquer, sont les articles. On retrouve également les événements pour tout ce qui est promotion de manifestations en direction d'un public autre qu'un public professionnel. Donc, par exemple, le grand public ou un public scolaire, que ce soit pour des expositions, des conférences, etc. On retrouve également l'outil annonce pour, par exemple, diffuser des offres d'emploi, faire des demandes de matériel ou, comme ça a pu être évoqué lors des autres tables rondes les jours précédents, des offres de formation avec la mise en place d'un agenda de formation en Centre Val-de-Loire et également pour tout ce qui est promotion de manifestations en direction d'un public professionnel, donc par exemple la communication autour d'un forum. On retrouve aussi l'outil dossier, donc qui est l'outil de curation d'Ecosciences, et puis on va arriver à l'outil communauté et à l'outil ressources, qui sont donc ces deux outils qui sont principalement ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Petit rappel, c'est qu'Ecosciences est visible par tout internaute qui arrive sur la plateforme. Il n'y a pas nécessité d'avoir un compte pour pouvoir accéder au contenu de la plateforme. Par contre, pour y contribuer et pour pouvoir bénéficier au maximum du plein potentiel d'Ecosciences, je vous recommande fortement d'ouvrir un compte. La création du compte est gratuite et une fois que vous serez membre d'Ecosciences, vous pourrez donc partager votre actualité scientifique donc avec les différents outils que je vous ai énoncés. Donc, Ecosciences Centre Val-de-Loire existe maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Il a été ouvert en septembre 2017 et parmi donc les nombreuses fonctionnalités, on retrouve les ressources. Alors, les ressources, pour tous ceux qui connaissent bien la plateforme, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de cet outil car c'est un outil qui est nouveau. Il a été ouvert début de l'année 2020, pardon. Et donc, cet outil vous permet de diffuser des informations sur vos différentes ressources. Donc, ça correspond donc à un catalogue des ressources publiées directement par les membres d'Ecosciences. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la page des ressources. Donc, normalement, vous devriez voir. C'est bon. OK. Donc, vous avez la page des ressources qui se présente ainsi. Donc, pour avoir accès aux différents outils d'Ecosciences, vous avez le menu ici et vous voyez, vous retrouvez donc les articles, les agendas, annonces, etc. et d'autres fonctionnalités que je n'évoquerai pas ici. Et donc, en cliquant sur ressources, vous ouvrez
la page qui suit. Vous voyez donc les différentes ressources qui ont pu être publiées déjà sur la plateforme. Les dernières ressources publiées apparaissent en premier. Donc celle-ci, par exemple, a été publiée hier. Et plus on va avoir de ressources, plus une pagination va se mettre en place. Et donc, vous trouvez de nombreuses ressources présentes en ce moment sur Écosciences Centre Val-de-Loire. Ces ressources sont rangées dans différentes catégories. Vous pouvez, lors de la consultation, filtrer par ces catégories. Vous retrouvez les ressources numériques, par exemple un site internet, tout ce qui est audio et vidéo, les supports d'animation, les malles, valises pédagogiques, les jeux, les expositions, articles scientifiques, tout ce qui est guide, tutoriel, mode d'emploi, et puis une catégorie autre pour tous ceux qui ne retrouveraient pas une catégorie assez pertinente pour leurs ressources. Donc, quand vous êtes connecté à Écosciences Centre Val-de-Loire, vous avez la partie « Je contribue » et vous pouvez directement créer la publication qui vous intéresse. Et donc, vous voyez ici « Ressources », vous cliquez dessus et tout de suite, vous avez l'éditeur de texte qui apparaît pour mettre votre titre et rentrer les différents éléments de description de votre ressource. La publication, du coup, est immédiate. Comme tout autre réseau social classique, la modération sur Écosciences est a posteriori. Donc, vous avez vraiment la main pour, une fois que votre compte est créé, tout de suite publier vos éléments et donc particulièrement vos ressources. Donc, je retourne en arrière et on va prendre l'exemple d'une fiche ressource en particulier. Donc, on va aller prendre celle-ci. C'est un document qui a été réalisé par Centre Sciences. C'est un document qui permet d'accompagner les acteurs de la recherche dans la mise en place de projets de culture scientifique. Et donc, cette fiche, vous voyez, elle se présente comme celle-ci. Vous avez donc un titre, carnet de route. Vous avez ici la catégorie dans laquelle la fiche ressource a été publiée, différents tags. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur les tags parce que c'est un outil qui est intéressant sur Écosciences, que ce soit pour les ressources ou pour les autres fonctionnalités. Si vous cliquez sur un des tags qui vous intéresse, vous avez celui-ci qui s'ouvre avec tous les contenus qui ont pu être publiés sur la plateforme qui contiennent ce tag. Et si vous êtes vraiment intéressé par le tag, vous pouvez vous abonner et ainsi recevoir une notification dans vos mails à chaque fois qu'un contenu qui contient le tag sera publié. Donc ça, c'était une petite aparté sur les tags. Retournons à notre fiche. Donc, je vous disais le titre, la catégorie, les tags. Vous avez ensuite toute la partie description de la ressource. Vous avez possibilité dans cette description de rajouter des liens, de mettre des images. Donc là, ce n'est pas le cas ici, mais vous pouvez très bien rajouter plusieurs images dans le corps de votre texte, en plus de l'illustration principale que vous retrouvez ici. Et vous avez toutes les catégories d'informations pratiques, de contacts, pour pouvoir joindre l'acteur qui a mis en ligne la ressource. Alors, c'est particulièrement intéressant quand c'est des ressources que je vais plutôt appeler physiques. Par exemple, ça peut être une exposition, une malle, une maquette. Dans ces cas-là, vous pouvez directement utiliser les mentions contacts pour vous mettre en relation avec l'acteur et pouvoir définir avec lui les modalités d'accessibilité à la ressource. Et quand c'est une ressource que je vais appeler purement numérique, comme celle-ci, vous avez différents moyens, que ce soit une pièce jointe pour pouvoir accéder à la ressource. Ça peut être une vidéo, vous pouvez mettre le podcast audio, etc. Le lien Internet, quand c'est une ressource numérique. Donc, vous avez vraiment possibilité, pour les ressources numériques, de vraiment les consulter dans l'immédiat et, si c'est possible, par exemple, pour un document, de le télécharger pour le sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, je vous encourage vraiment, en tant que visiteur, à jeter un œil sur cette fonctionnalité ressources pour voir tout ce qui est proposé en région Centre Val-de-Loire par les différents acteurs. Et vous, en tant que membre, également, de proposer vos ressources pour pouvoir vraiment communiquer dessus et les mettre en valeur auprès des autres acteurs et auprès du grand public. Astrid, voilà. Est-ce que tu peux juste répondre à une question Oui. par rapport aux communautés? Il y a une question qui te demande si l'animation d'une communauté autour d'une thématique, l'alimentation, peut être intéressante. Est-ce que tu peux préciser ce que Écosciences fait et en quoi les acteurs peuvent s'autogérer et animer eux-mêmes cet outil?
Alors justement, j'allais en venir à l'outil communauté. Donc, je vais vous le présenter. Et dans cette présentation, du coup, on va pouvoir répondre à cette question. Je peux déjà dire qu'une communauté sur l'alimentation est tout à fait pertinente. Il n'y a pas de souci. On peut très bien en ajouter une sur l'alimentation sur Écosciences. En termes d'animation, c'est dans ma présentation que je vais pouvoir apporter les réponses. Donc là, on arrive sur les communautés. Et actuellement, sur Écosciences Centre Val de Loire, on a 3 communautés, qui sont donc celle de la Fête de la Science, une sur la culture scientifique dans les projets de recherche d'intérêt régional et une communauté sur le cerveau. Donc, en effet, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune communauté actuellement sur l'alimentation. Elle peut très bien être créée pour que d'autres membres d'Écosciences puissent se regrouper autour de cette communauté et échanger sur le sujet. Donc, à la différence des autres outils comme les ressources qu'on a pu citer, la création d'une communauté n'est pas immédiate. Il y a nécessité pour le membre d'Écosciences qui veut ouvrir une communauté de se mettre en relation avec l'administrateur d'Écosciences. Et pour ce faire, il faut cliquer ici sur le bouton « Proposer votre communauté ». Ça a été mis en place à la création d'Écosciences pour vraiment s'assurer qu'une communauté qui est créée sur Écosciences corresponde à l'esprit d'Écosciences. On ne peut pas créer une communauté comme ça sur Écosciences. Il faut vraiment se mettre en relation avec l'administrateur et ensemble, l'administrateur et le membre vont créer la communauté, son titre, son contenu, les images, les réseaux sociaux éventuels à rajouter à la communauté comme Twitter, etc. Donc, c'est vraiment un travail à faire avec l'administrateur. Donc, dans ce cas-là, en cliquant sur le bouton, ça vous ouvre un formulaire. Vous remplissez votre nom, votre email et vous décrivez votre demande. Et ensuite, on se remettra en contact avec vous pour la construction de cette communauté. Pour ce qui est de l'animation des communautés, la personne qui a fait la demande de création, une fois que la communauté est complètement en ligne, en devient l'administrateur. Donc, cette fois-ci, par rapport aux autres outils sur Écosciences, l'animation de la communauté est purement gérée par celui qui en a fait la demande. Écosciences n'intervient plus complètement dans l'animation de cette communauté. Il y a toujours le côté modération a posteriori de la part d'Écosciences, mais c'est vraiment le créateur de la communauté qui en devient l'animateur et qui accepte d'autres membres au sein de sa communauté pour échanger sur la thématique précise de cette communauté. Donc, on va rentrer par exemple dans la communauté de la culture scientifique dans les projets de recherche d'intérêt régional. Donc, vous voyez en effet le titre, la petite description. Vous avez des possibilités de vous abonner à la communauté, de recommander la communauté. Donc, cette communauté a été créée très récemment. Donc, je vous encourage, vous êtes un acteur concerné à rejoindre la communauté. Et pour ce faire, vous avez un bouton qui apparaît normalement ici, mais là, comme je suis déjà connectée sur la plateforme, vous ne le voyez pas apparaître, mais c'est un même bouton que celui que je vous ai montré pour faire une demande de création de communauté. Cette fois-ci, c'est une demande pour rejoindre la communauté, donc vous cliquez sur le bouton et ça envoie un mail directement à l'administrateur qui va étudier votre demande et vous accepter ou non au sein de sa communauté. Donc, les communautés sur Écosciences, c'est vraiment, il faut vraiment considérer ça comme un sous-ensemble d'Écosciences, c'est-à-dire qu'au sein de la communauté, vous avez accès à tous les outils d'Écosciences. Donc, vous pouvez, dans une communauté, publier des articles, des événements, des annonces, des dossiers et des ressources, comme partout ailleurs sur le site Écosciences. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'article, par exemple, celui-ci, a été publié dans la communauté, il est également remonté dans le flux général d'Écosciences. Ça permet à tout le monde de voir les informations publiées, que ce soit une personne membre de la communauté ou que ce soit une personne qui n'en est pas encore contributeur ou un internaute qui passe sur le site et qui n'a pas du tout de compte. Ça a vraiment été mis en place pour assurer le partage complet de l'information à tout le monde. Par contre, pour contribuer, il faut vraiment en être contributeur. L'avantage avec les communautés, ce qui permet de garder le lien social aussi avec les autres acteurs qui se sont inscrits qui se sont rajoutés sur la communauté, c'est tout en bas, vous avez donc les différents membres
Et vous avez à chaque fois la mention d'administration pour ces différents membres quand ils existent. Donc, dans cette communauté, vous avez 4 administrateurs. Je précise qu'Ecoscience est administrateur de cette communauté parce que le choix a été fait qu'Ecoscience soit administrateur, mais il est tout à fait possible qu'Ecoscience ne soit pas du tout administrateur, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment la personne ou les personnes qui ont fait la demande de création, je me répète, qui en sont les administrateurs. Et donc, vous avez mention des différents autres membres. Et si un membre en particulier vous intéresse, vous pouvez cliquer sur sa petite icône et vous arrivez sur donc, le profil public sur Ecoscience de la personne ou de l'organisation. Et vous pouvez voir sa description. Vous pouvez, si ça a été mentionné, avoir accès à son site web, son Twitter, son Facebook, etc. Et ses dernières publications et son activité sur la plateforme. Vous avez ici une petite mention « Envoyer un message privé » pour vous mettre directement en relation avec lui si vous avez besoin vraiment d'échanger avec lui, de communiquer sur un sujet précis, voire même, pourquoi pas, mettre en place des partenariats en fonction des différentes publications qui ont pu être mises sur Ecoscience. Vous voyez que ça vous intéresse, que vous pouvez faire quelque chose avec cet acteur, ce partenaire. Envoyez-lui un message privé, il recevra un email et vous pourrez par la suite facilement échanger par voie électronique. Vous voyez aussi donc les nombres de publications totales, le nombre d'abonnés, d'abonnements et de communautés suivies. Donc, l'outil communauté est vraiment un outil puissant sur Ecoscience qui permet à la fois de faire les partages, on va dire, basiques sur Ecoscience d'articles, d'annonces, etc. Mais également cet outil de lien social, d'échange avec les partenaires est plus renforcé sur les communautés qu'ailleurs sur le site, même si ailleurs sur le site, vous avez aussi cet échange avec les autres acteurs, avec les autres membres d'Ecoscience qui est bien présent. D'accord, très bien, merci Astrid. Apparemment, c'est une question qui intéresse les gens aujourd'hui, donc je pense qu'ils vont revenir vers toi, qui est administratrice d'Ecoscience, pour parler de cette question. Oui, je précise que, juste, excuse-moi Marie-Laure, que vous pouvez, en bas de site, vous avez les différentes, en pied de page du site, vous avez l'adresse email pour directement me contacter et donc me soumettre votre demande. Voilà, n'hésitez pas, elle est ici et je recevrai vos emails avec plaisir. Parfait, merci beaucoup Astrid. Donc, nous avions posé donc cette question sur les types de supports sur lesquels étaient relayés vos contenus en ligne. C'était une question qui nous intéressait parce que pendant le premier confinement, on a vu apparaître des plateformes comme celle du ministère de la Culture. On a vu apparaître des pages spéciales sur le site de l'Amnesty qui essayaient de relayer toute la communauté française sur tous les supports qui étaient créés en ligne. Et donc, c'était pour ça qu'on vous posait cette question, qui n'a pas eu énormément d'écho. Vous avez juste mis que vous étiez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc, si par la suite, vous avez la possibilité de nous compléter cette question, je sais que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, donc, mais ça nous intéresse d'avoir cette réponse. Et donc voilà, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées pendant les quelques échanges. Hélène, on vous demande si les chercheurs peuvent accéder à ces ressources quand ils sont en milieu scolaire et s'ils peuvent vous contacter pour pouvoir justement utiliser vos ressources dans le cadre scolaire. Bien sûr, alors c'est vrai que il me reste une ou deux petites pages justement pour pouvoir donner ces précisions tout à l'heure. Donc, si c'est possible, je vous repartagerai bien mon écran quelques secondes pour pouvoir apporter réponse. Oui, alors on est déjà à 3 minutes de retard pour la fin. D'accord. Mais, alors, je vais essayer de faire très rapide et de juste aller à la fin du PowerPoint. Voilà, donc à savoir que la présentation que je vous ai faite, les supports avec l'ensemble des ressources mobilisables et puis les liens, les informations, je crois, seront transmis aux participants de cette table ronde pour pouvoir voir l'ensemble des choses qu'on propose. Et en effet, nos ressources, en fait, il suffit de pouvoir nous contacter selon votre département.
Il y a beaucoup de ressources qui sont directement en ligne. Et pour le reste, il suffit voilà, de s'abonner pour pouvoir avoir accès à tout. En dehors des services numériques, vous avez toutes les possibilités d'emprunt, des webinaires spécifiques, des expositions itinérantes qu'il est possible de faire venir du Musée national de l'éducation et d'accéder à tous nos services numériques. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je pense que ça vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Tous ces supports-là sont mobilisables, soit directement en ligne, soit en nous appelant. Et pour nos ressources physiques, eh bien, en venant nous voir, on a un catalogue spécifique, donc il n'y a pas de problème. Voilà, pour nous contacter dans chaque atelier, j'ai mis les petits raccourcis. Chaque atelier Canopé peut être contacté, donc cano.pe, mais sans l'accent, / et puis votre département et puis la ville principale du département. D'accord, merci beaucoup. Naturellement, ce moment d'échange doit se terminer, mais il faut savoir que ce n'est qu'un début de contact qu'il va falloir qu'on conserve entre nous, entre acteurs de la culture scientifique en région Centre-Val de Loire. C'est important que ce soit un début de quelque chose. Naturellement, que tous les liens que vous avez présentés, toutes les ressources que vous avez posées, on va naturellement les remettre en ligne pour que chacun puisse y avoir accès. Oui, d'ailleurs, les liens de visionnage seront disponibles sur notre site internet à la fin de ce forum. Et donc, ça y est, c'est fini. Donc, on vous remercie tous d'être présents aujourd'hui, à la fois donc vous, les intervenants, et vous derrière vos écrans qu'on ne voit pas. Et on remercie aussi donc nos collègues à la technique qui nous ont bien soutenus, donc Jamel et puis Guy-Antoine. Et à la modération, on a eu Karine aussi qui nous a bien aidés. Donc Marie-Laure, merci aussi d'avoir partagé l'animation avec moi. On remercie aussi bien sûr les soutiens de la région et des fonds européens, parce que ce forum il s'est construit aussi grâce à eux. Et donc cet après-midi, vous avez encore une petite session qui vous attend sur l'esprit critique avec Jamel et Laurent Cariot. Et voilà, une session de clôture à 16h30 voilà, pour faire un petit bilan de ce forum qui a duré 3 jours. Voilà. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.